Et si l'acné, hein, ce truc de peau si courant, si frustrant parfois, avait des racines bien plus profondes que ce qu'on croit? Si c'était lié à notre digestion, à nos bactéries intestinales, et même à notre humeur. Ça peut sembler très actuel comme idée, mais en fait, ça date, tenez-vous bien, des années 1930. Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un article de revue scientifique de 2011. Il est signé Whitney Bowe et Alan Logan et il fait un lien assez incroyable entre ces vieilles théories et la recherche d'aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau-peau. Et tout ça dans le contexte de l'acné vulgaire. Notre mission, si on peut dire, décrypter cette connexion complexe. Comment ce qu'on mange, notre stress, nos microbes intestinaux, l'inflammation, comment tout ça pourrait jouer ensemble et se voir sur notre peau. Alors, commençons par le début. Dès là de Stokes et Pillsbury dans les années 30, un lien entre humeur, intestin, peau. Ça paraît presque avant-gardiste, même aujourd'hui. Comment ils en sont arrivés là à une époque où on parlait pas de microbiote comme maintenant? C'est vrai que c'était remarquablement visionnaire. Stokes et Pillsbury, c'était des dermatologues et surtout de fins observateurs. Leur idée centrale, c'était que les états émotionnels forts, genre l'anxiété, le souci permanent, la dépression, tout ça pouvait perturber le fonctionnement normal de notre système digestif. Ils postulaient que ce stress émotionnel, ça modifiait ce qu'ils appelaient à l'époque la flore intestinale normale. Bon, aujourd'hui on dirait notre microbiote, quoi. Et selon eux, cette altération du microbiote, ça entraînait une augmentation de ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Faut imaginer la paroi de l'intestin comme une barrière, normalement super sélective, Oui. mais quand elle devient plus perméable, un peu comme une passoire avec des trous plus gros, le fameux intestin poreux dont on entend parler, eh ben, elle laisse passer des trucs qui ne devraient pas passer dans le sang. Des substances indésirables. Exactement. Des bouts de bactéries, par exemple. Et ça déclencherait de l'inflammation. Pas juste dans l'intestin, hein, mais une inflammation dite systémique. Systémique. Ça veut dire quoi? Qui affecte tout le corps? C'est ça, une inflammation générale de bas niveau qui circule partout et qui peut se manifester loin de l'intestin, y compris sur la peau, et donc contribuer à l'acné. Ils avaient aussi noté un truc clinique assez intriguant. Presque la moitié, jusqu'à 40% de leurs patients avec de l'acné, avaient une faible acidité dans l'estomac. L'hypochloridrie. Ah oui. Et il pensait que ça jouait un rôle? Bah oui, ils supposaient que ce manque d'acide, ça pouvait permettre à des bactéries qui vivent normalement dans le côlon de remonter et de s'installer dans l'intestin grêle. Et ça, c'est la description même de ce qu'on appelle aujourd'hui le SIBO, la prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Et le plus dingue, c'est qu'ils proposaient déjà des solutions basées là-dessus. Des cultures de Lactobacillus acidophilus, des probiotiques avant l'heure, et de l'huile de foie de morue, qui est riche en oméga 3 anti-inflammatoire. C'était quand même une approche très globale pour l'époque. C'est incroyable cette intuition. Presque un siècle après la science, elle en dit quoi? Ces histoires de SIBO, de perméabilité intestinale liées au stress, à l'alimentation. Est-ce que ça tient la route aujourd'hui pour l'acné? Ah mais complètement. La recherche a non seulement rattrapé, mais elle a validé plusieurs de leurs intuitions. Le lien entre une faible acidité gastrique et un risque plus élevé de SIBO, ça, c'est bien établi. Et le SIBO lui-même, cette prolifération de bactéries là où elles ne devraient pas être en si grand nombre, eh bien oui, ça cause les symptômes digestifs qu'on connaît, ballonnement, douleur, diarrhée ou constipation. Et le lien avec l'acné, il devient plus net quand on regarde une grosse étude sur plus de 13 000 ados. Ceux qui avaient de l'acné, ils rapportaient 37% de ballonnement en plus que les autres. C'est un indice quand même. Oui, c'est pas rien. Et surtout, on sait maintenant que le SIBO est directement lié à une perméabilité intestinale augmentée. Ça valide l'hypothèse de Stokes et Pillsbury. D'ailleurs, quand on traite le SIBO, on voit que la barrière intestinale se répare. Le stress psychologique aussi, c'est confirmé comme facteur. Des expériences montrent qu'il ralentit le transit et hop, environnement propice au SIBO, mais aussi qu'il peut abîmer directement la barrière intestinale. Et il y a une corrélation très forte entre SIBO, dépression et anxiété. Souvent, traiter le SIBO, ça améliore aussi l'humeur. Mais alors, si le SIBO semble si pertinent avec tous ces liens, stress, perméabilité, symptômes plus fréquents chez les acnéiques,
pourquoi on ne le recherche pas systématiquement chez les patients qui ont de l'acné? C'est une excellente question. Ça montre un peu le décalage qu'il y a parfois entre la recherche et la pratique de tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude spécifique qui a mesuré combien de patients avec de l'acné vulgaire ont un SIBO. Par contre, on sait que c'est 10 fois plus fréquent dans la rosacée, une autre maladie inflammatoire de la peau. Et chez ces patients-là, traiter le SIBO, ça améliore visiblement leur rosacée. Donc ça suggère très fort qu'il y a un lien à creuser sérieusement pour l'acné. D'ailleurs, les probiotiques oraux, c'est une piste étudiée pour aider à contrôler le SIBO. Et la perméabilité intestinale directement dans l'acné, on a des preuves. Oui, même des études plus anciennes donnaient déjà des pistes. Une montrait que le système immunitaire des acnéiques réagissait plus fort aux bactéries venant des selles, ce qui suggère qu'ils y étaient exposés de façon anormale. Une autre, de 1983, avait trouvé des endotoxines bactériennes, les fameux LPS. Ah oui, les LPS. Exactement, les lipopolysaccharides. Ils en ont trouvé dans le sang de 65% des patients acnéiques contre 0 chez les personnes sans acné. La présence de LPS dans le sang, c'est vraiment un marqueur de perméabilité intestinale et d'inflammation systémique. Et ce qui boucle la boucle avec l'humeur, c'est qu'on sait que ces LPS qui circulent, ils peuvent provoquer des comportements type dépression ou anxiété chez l'animal. D'accord, on voit bien la cascade qui se dessine. C'est complexe. Stokes insistait aussi beaucoup sur la constipation. Est-ce que cet aspect-là de la fonction intestinale, c'est toujours considéré comme pertinent? Oui, et là encore, la recherche moderne lui donne raison, mais avec une compréhension plus fine des mécanismes. Stokes et ses collègues, ils rapportaient que leurs patients acnéiques se plaignaient souvent de constipation ou de transit ralenti. Très fréquent. Aujourd'hui, on sait que la constipation chronique, dite fonctionnelle, elle est associée à des déséquilibres du microbiote, typiquement moins de lactobacillus et de bifidobacterium, et aussi à une perméabilité intestinale augmentée et une activation du système immunitaire dans tout le corps. Et le lien avec l'humeur, il se confirme aussi. Des études récentes montrent une corrélation directe entre perméabilité intestinale et dépression. Un transit lent est aussi associé à un risque plus élevé de dépression. Donc, l'observation clinique de Stokes sur l'importance d'aller à la selle régulièrement, eh bien, elle trouve un écho biologique très fort dans cet axe intestin-cerveau-peau. C'est fou de voir comment tout ça dialogue, hein. Le stress, l'intestin, l'inflammation, l'humeur, la peau. Parlons un peu des microbes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'état du microbiote intestinal chez les personnes qui ont de l'acné? Alors ça, c'est un domaine clé, mais paradoxalement encore assez peu exploré spécifiquement pour l'acné. On sait très bien que le stress, qu'il soit psy ou physique, genre un effort intense ou une maladie, ça perturbe l'équilibre du microbiote. Souvent, ça fait baisser les populations de bonnes bactéries comme les lactobacillus et les bifidobacteria. Par contre, les études qui ont regardé directement le microbiote des patients acnéiques, elles sont rares et elles datent un peu. Une étude russe de 2001 parlait d'altérations chez plus de la moitié des patients. Une étude chinoise de 1999 notait des perturbations chez des patients avec une dermite séboréique, qui est souvent liée à l'acné. Il y a même une très vieille observation de 1955 qui avait trouvé une tendance à avoir plus de bactéroïdes, un genre qui peut augmenter avec le stress, chez 10 patients acnéiques. Mais bon, c'était trop petit pour conclure. Le message principal ici, c'est qu'il y a un besoin urgent de recherche moderne, avec les techniques d'aujourd'hui, le séquençage génétique, etc., pour savoir précisément à quoi ressemble le microbiote intestinal des personnes acnéiques. Est-ce qu'il est différent? Comment? C'est vraiment une pièce importante du puzzle qui manque. Et comme Stokes et Pillsbury recommandaient déjà les lactobacillus, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que prendre des probiotiques, ces bonnes bactéries, c'est une piste sérieuse pour l'acné? C'est une piste qui revient en force, oui. Après la mode des années 30 et une étude de Cat Seaver en 61 qui rapportait 80% d'amélioration avec des lactobacillus. Mais attention, sans groupe contrôle, l'intérêt a un peu diminué. Puis, plus récemment, il y a eu des études, parfois publiées dans des langues autres que l'anglais, donc moins connues, qui ont relancé l'idée. Par exemple, une étude italienne de 87 suggérait que rajouter des lactobacillus et des bifidobacterium au traitement classique de l'acné, ça améliorait les résultats et la tolérance. Une étude russe de 2001 disait que ça allait plus vite avec des probiotiques. Bon, l'évaluation critique de ces études n'est pas toujours simple, mais il y a une étude coréenne contrôlée de 2010 qui est plus solide. Boire tous les jours une boisson lactée fermentée avec un lactobacillus spécifique pendant 12 semaines, ça a réduit significativement le nombre total de lésions d'acné et la production de sébum par rapport à un placebo. Le probiotique seul semblait donc avoir un effet. D'accord. Mais est-ce qu'on comprend comment ces probiotiques pourraient agir sur l'acné? C'est juste une histoire de rééquilibrer l'intestin ou c'est plus compliqué? Ah, c'est probablement plus compliqué.
Les mécanismes qu'on envisage sont multiples et vont au-delà du simple rééquilibrage local dans l'intestin. Les probiotiques pris par voie orale pourraient agir en réduisant l'inflammation systémique et le stress oxydatif. On sait que ces deux processus sont clés dans le développement de l'acné. Ils pourraient aussi influencer la production de certaines molécules de signalisation inflammatoire, les cytokines comme l'interleukine 1-alpha, l'IL-1-alpha, au niveau de la peau elle-même. C'est même possible qu'ils modifient à distance les communautés de microbes sur la peau, mais ça reste à prouver. Et les probiotiques qu'on met directement sur la peau, les topiques? Oui, ça aussi c'est intéressant. C'est pas nouveau non plus d'ailleurs, on en parlait déjà en 1912. Aujourd'hui, on explore comment certaines bactéries, comme Streptococcus thermophilus, peuvent augmenter les céramides. Ce sont des lipides super importants pour la barrière de la peau et ils sont souvent plus bas chez les personnes acnéiques. D'autres probiotiques produisent des substances comme la phytosphingosine, qui a des propriétés à la fois antimicrobiennes, contre la bactérie de l'acné Cutibacterium acnes maintenant, et anti-inflammatoires. Certains pourraient aussi calmer l'inflammation de la peau déclenchée par le stress via une molécule appelée substance P. Il y en a même qui produisent des sortes d'antibiotiques naturels contre ces acnès. Et puis, tout simplement, ils peuvent prendre la place et empêcher les mauvaises bactéries de s'installer et de proliférer. C'est l'idée de la barrière protectrice. C'est là qu'on touche vraiment au cœur de cet axe intestin-cerveau-peau. Comment ces microbes dans notre ventre pourraient avoir un impact sur notre morale, surtout quand on sait que l'acné, c'est souvent lié à une vraie détresse psychologique? C'est un domaine de recherche, mais en pleine ébullition. Les mécanismes sont sûrement complexes, mais c'est passionnant. On pense que les probiotiques peuvent influencer la production de neurotransmetteurs dans notre corps. Par exemple, en jouant sur le métabolisme du tryptophane. C'est un acide aminé qui est le précurseur de la sérotonine, un des grands régulateurs de notre humeur. Ah oui, la sérotonine. Exactement. Il pourrait aussi avoir un impact sur les niveaux de dopamine. Des études sur animaux montrent que certains probiotiques peuvent protéger les neurones en cas de stress, augmenter la présence d'oméga 3 dans le cerveau, qui sont bénéfiques, et maintenir les niveaux de BDNF. Le BDNF? Oui, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une protéine essentielle pour la survie et la croissance des neurones. On la trouve souvent à des niveaux plus bas chez les personnes déprimées. Ces probiotiques semblent aussi capables d'atténuer la réponse hormonale au stress. Et à l'inverse, on sait qu'une inflammation intestinale, même légère, peut suffire à provoquer de l'anxiété et à faire baisser le BDNF chez l'animal. Et puis, il y a un autre messager super important dans cette conversation à trois, la substance P. C'est un neuropeptide qu'on trouve dans le cerveau, l'intestin et la peau. Elle est libérée en réponse au stress. Et elle fait quoi? Sur la peau, elle stimule la production de sébum, donc lien direct avec l'acné. Mais des niveaux élevés de substance P sont aussi liés à l'anxiété et à la dépression. L'hypothèse, c'est que les probiotiques pourraient peut-être moduler sa libération et donc réduire son impact négatif à la fois sur la peau et sur l'humeur. Et l'alimentation dans tout ça? On entend souvent dire que le sucre, les produits laitiers, ça joue sur l'acné. Comment le microbiote, il s'intègre là-dedans? C'est un autre lien absolument crucial. L'association entre les régimes à charge glycémique élevée, c'est-à-dire riches en sucre rapide, en glucides raffinés, et l'aggravation de l'acné, elle est de mieux en mieux prouvée. Alors que les régimes à faible charge glycémique, eux, y montrent des améliorations. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser que notre microbiote intestinal, il influence directement la façon dont on gère le sucre, notre tolérance au glucose. Pas bon? Comment ça? Eh bien, certains probiotiques, comme les bifidobacterium, peuvent améliorer notre sensibilité à l'insuline. Comment? Peut-être en renforçant la barrière intestinale et en limitant le passage de ces fameux LPS bactériens dans le sang. On sait que les régimes riches en gras et en sucre, et pauvres en fibres, ça favorise cette fuite de LPS. Et ces LPS, ils provoquent une inflammation de bas grade, du stress oxydatif et une résistance à l'insuline. Tous des facteurs liés à l'acné. C'est hyper pertinent à l'adolescence, au moment où l'acné flambe souvent. C'est une période où il y a une résistance naturelle à l'insuline qui est normale, physiologique, et aussi une plus grande vulnérabilité aux troubles de l'humeur. Le microbiote pourrait bien être un acteur clé qui module tout ça. C'est logique. Et pour les produits laitiers? Alors là, l'observation intéressante, c'est que le lien avec l'acné semble surtout concerner le lait lui-même, et moins les produits laitiers fermentés comme le yaourt. Une des hypothèses, ça implique l'IGF-1. L'IGF-1? Oui, l'Insulin-like Growth Factor 1. C'est un facteur de croissance qui est présent dans le lait et qui peut stimuler les mécanismes de l'acné. Or, la fermentation par les bactéries lactiques, ça réduit beaucoup la quantité d'IGF-1.
Donc, si on a déjà une perméabilité intestinale un peu augmentée, comme ça pourrait être le cas chez les acnéiques, on absorberait peut-être plus cet IGF-1 du lait non fermenté. Cette vision intégrée, elle est vraiment éclairante. Parlons maintenant de l'impact psychologique. L'acné, c'est pas juste des boutons, ça pèse vraiment sur le moral. Parfois plus que d'autres maladies chroniques d'ailleurs. Comment cette perspective intestin-cerveau-peau peut nous aider à comprendre ce poids? C'est un point essentiel, oui. On a maintenant des études chez l'humain qui montrent que des interventions qui ciblent le microbiote, comme prendre des probiotiques ou des prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries, ça peut améliorer l'humeur, réduire l'anxiété ou la perception du stress. Chez des personnes en bonne santé ou qui souffrent de fatigue chronique ou du syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Et ça jette une lumière nouvelle sur un truc parfois déroutant en dermato. Pourquoi, quand l'acné s'améliore visiblement, même avec des traitements super efficaces comme l'isotrétinoïne, eh bien l'humeur, l'anxiété, la dépression ne suivent pas toujours proportionnellement. Certaines études montrent des résultats mitigés, voire une persistance des problèmes malgré une peau plus nette. C'est vrai, ça. Comment l'expliquer? Eh bien, l'hypothèse de l'axe intestin-cerveau-peau suggère qu'il pourrait y avoir plus que juste l'impact psy de l'apparence physique. Il pourrait y avoir des facteurs biologiques en dessous, comme une inflammation systémique de bas grade, ou des déséquilibres neurochimiques influencés par le microbiote intestinal, qui contribueraient directement au risque plus élevé de troubles de l'humeur chez les personnes acnéiques. C'est un peu comme si on revisitait l'ancienne idée d'une personnalité acnéique, mais sous un angle biologique. Le lien ne serait pas purement psychologique, il passerait par l'intestin et ses connexions avec le cerveau. C'est fascinant. Alors, si on regarde vers l'avenir, quelles sont les grandes questions qu'il reste à explorer pour vraiment comprendre et peut-être utiliser cet axe pour mieux prendre en charge l'acné? Oh là là! Les questions ouvertes sont nombreuses et passionnantes. Par exemple, est-ce que le lien entre l'alimentation genre faible charge glycémique et l'amélioration de l'acné passe principalement par des changements du microbiote intestinal? Ou encore, comment les antibiotiques qu'on prescrit si souvent pour l'acné fonctionnent vraiment? Est-ce qu'ils agissent juste sur la bactérie C. acnes, sur la peau? Ou est-ce qu'ils modifient aussi le microbiote intestinal d'une façon qui a des effets bénéfiques pour tout le corps, sur l'inflammation, la glycémie? Oui, et ce serait important de savoir ça. Tout à fait. Et puis, il faut absolument déterminer la vraie prévalence du SIBO et de la perméabilité intestinale chez les patients acnéiques. Une question clé, c'est de savoir si des interventions ciblant le microbiote, probiotiques, prébiotiques, régime alimentaire spécifique, pourraient améliorer en même temps la peau et l'humeur des personnes touchées. Et enfin, une question assez intrigante, est-ce que le microbiote intestinal peut influencer directement la production de sébum par les glandes de la peau, ou même la composition de ce sébum? Bon, en résumé, si on devait retenir une chose de tout ça, c'est que cette vieille idée d'un lien entre notre intestin, notre cerveau et notre peau pour l'acné, elle est loin d'être dépassée. Au contraire, la recherche moderne lui donne une nouvelle vie, une nouvelle profondeur. L'inflammation qui circule dans notre corps, le stress oxydatif, la façon dont on gère le sucre, notre état émotionnel et puis cet écosystème complexe dans nos intestins, tout ça semble vraiment interconnecté. Et tout ça pourrait contribuer à l'histoire de l'acné chez chacun. Finalement, pour comprendre l'acné, il faut peut-être regarder bien au-delà de la surface de la peau. Absolument. Ce qui est remarquable, c'est cette communication permanente entre des systèmes qu'on a longtemps vus comme séparés. L'acné, ça reste une maladie complexe. Il y a la génétique, les hormones, plein d'autres facteurs qui jouent. Cette perspective, elle ne dit pas que l'acné est causé par l'intestin, mais elle suggère très, très fortement que la santé intestinale, l'équilibre du microbiote et l'état psycho-émotionnel sont des contributeurs importants. Des pièces du puzzle à ne surtout pas négliger, ni dans la compréhension globale, ni peut-être dans la prise en charge future de l'acné. Ce qui nous amène à une dernière petite pensée pour la route. Et si l'avenir de la prise en charge de l'acné passait par des approches plus personnalisées, des approches capables de moduler notre écosystème intestinal, non seulement pour calmer notre peau, mais aussi pour soutenir notre bien-être mental. Une vision vraiment intégrative de la santé. Voilà une piste de réflexion assez stimulante, je trouve.